OK, alors maintenant, faisons l'examen de hiver 2015. En passant, une petite note sur cet examen. Je regrette avoir donné cet examen. C'est l'examen le plus tough que j'ai donné depuis que je donne ce cours et je ne sais pas pourquoi je l'ai fait aussi tough. Moi, quand je crée un examen, je ne sais pas s'il va être facile ou s'il va être tough. Mais cet examen-là, j'avais vraiment créé un examen qui était vraiment tough. La moyenne du groupe était de 58 %. Il fallait que je majeure de 12 à chaque étudiant pour avoir une moyenne visée de 70. Alors, je regrette avoir créé cet examen-là. Alors, si vous êtes capable de le faire par vous-même, bravo, vous êtes vraiment prêt pour l'examen, mais je regrette le niveau de difficulté qu'il y avait à cet examen. Donc, la question numéro 1. On vous donne la distribution incomplète suivante. Alors, X peut valoir A 50 du temps, 1499 30 du temps et 2101 20 du temps. Sachant que l'écart type est de 60,29, calculez la valeur A. Donc, pour calculer l'écart type, on doit calculer la variance. Alors, la variance, c'est égal à l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. Donc, l'espérance de x au carré, c'est 0,5 fois A, fois 30 fois 1499, plus 20 fois 2101. L'espérance de x au carré, c'est A au carré fois 0,5, 1499 au carré fois 0,3 et 2101 au carré fois 0,2, qui nous donne 0,5 A au carré plus 1 556 940 et 50. Donc, la variance de x, elle est égale à l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. Et ça c'est la variance de x qui est égale à l'écart type au carré, donc 600,29 au carré. Et donc, si on résume... Alors, honnêtement, à l'examen, si vous m'aviez donné tout ceci, vous aviez 5 points sur 5. Le calcul, je veux dire, il y avait beaucoup d'étudiants que le calcul était erroné parce que c'était un long calcul. Je regrette avoir créé cette question-là. Alors, vous avez remarqué peut-être que dans mes anciens examens, il y a certaines questions qui sont rayées. Les questions sont bonnes, mais c'est plus des questions qui sont d'ordre théorique. Alors ici, il y avait trop de calculs. Je regrette avoir posé cette question. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de questions qui ont trop de calculs dans cet examen. Question numéro 2. Le bénéfice net d'une compagnie pour le dernier exercice financier était de 400 000. Donc, tous les bénéfices de la compagnie étaient de 400 000. 50 de la compagnie financée par de la dette à 5 et le reste par 100 000 actions ordinaires. Donc, 400 000 sur 100 000 actions ordinaires, chaque action avait un earnings per share de 4 $. La corrélation entre le rendement de la compagnie et celui du marché global est parfaite, donc une corrélation de 1. La variance est de 1 pour le marché global et de 1,44 pour la compagnie. La compagnie paye 50 de ses bénéfices sous forme de dividendes. Donc, si l'année passée, elle avait un bénéfice par action de 4 $, chaque action recevait 2 $ de dividendes et on s'attend à une croissance de 10 par année. Le taux sans risque est de 3 et le rendement attendu du marché est de 10 Quel est le prix sans arbitrage de l'action? Sans arbitrage, ça veut juste dire que nos modèles fonctionnent. Alors, le earnings per share de la dernière année était de 4 $. Ça veut dire que le dividende était de 2 $ et si les dividendes vont croître de 10 ça veut dire que le dividende de l'année prochaine serait de 2,20 $. Le bêta de l'année, elle est égale à la covariance divisée par la variance du marché. La covariance, c'est égal à la corrélation fois l'écart type du marché fois l'écart type du titre divisé par la variance. Donc, on avait dit que la corrélation, elle était parfaite. Quelle est alors, la variance du marché est de 1, donc l'écart type, c'est la racine carrée de 1. La variance du marché est de 1,44. Pour la compagnie, 1,44. Donc, l'écart type pour la compagnie, c'est racine carrée de 1,44 ou 1,2 et divisé par la variance du marché qui est égale à 1. Donc, notre bêta est égal à 1,2. Le rendement attendu des actionnaires, c'est égal au taux sans risque plus bêta
fois la différence entre le rendement du marché et le taux sans risque, donc 11,4 %. Le prix de l'action est égal au dividende dans une période divisé par R moins G. Donc, le prix de l'action devrait être de 157,14 $. Utilisez les données suivantes pour les questions 3 et 4. La corrélation entre deux titres A et B est de 0,5. Le rendement attendu de chaque titre est de 10 %. L'écart type est de 0,3 pour le titre A et de 0,4 pour le titre B. Un portefeuille est composé que de ces deux titres. Au décile le plus près, quel pourcentage doit être investi dans le titre A afin d'optimiser le portefeuille? Alors, ça, c'était une façon que j'enseignais le cours 6 à un moment donné. On regardait la diversification, on trouvait le portefeuille optimal. On trouvait là où est-ce qu'on minimisait la variance. Alors, c'est le genre de question que je ne poserai pas aujourd'hui, ou du moins, je ne la poserai pas de cette façon. Donc, la covariance entre A et B, c'est égal à la corrélation fois l'écart type de A fois l'écart type de B. Donc, la corrélation, elle est égale à 0,5. La corrélation de A est de 0,3 et la corrélation de B, elle est de 0,4. Donc, la covariance entre A et B, 0,06. La variance d'un portefeuille, c'est équivalent au pourcentage investi dans A au carré fois la variance de A, plus le pourcentage investi dans B au carré fois la variance de B, fois 2 fois le pourcentage investi dans A fois le pourcentage investi dans B fois la covariance entre A et B. Donc, normalement, je ne poserai pas la question de cette façon, sauf que si on a 0 % investi dans A et tout est investi dans B, la variance du portefeuille est de 0,16. Donc, 0 dans A, 100 % dans B. Donc, A est égal à 0 ici. Donc, ce serait 100 % au carré fois la variance de B. Alors, l'écart type de B, c'est 0,4. Et donc, la variance serait de 0,16. Si on prend 10 % dans A et 90 % dans B, donc 10 % au carré fois la variance de A, 90 % au carré fois la variance de B, plus 2 fois le pourcentage dans A fois le pourcentage dans B, ça nous donnerait une variance de 14,13 %. Et ainsi de suite. Plus qu'on ajoute 10 % pour A, on réduit de 10 % B et on calcule la variance. Donc, 30 % A, 70 % B, voici la variance du portefeuille, et ainsi de suite. Et la variance du portefeuille, elle est minimisée lorsqu'on a 80 % dans A et 20 % dans B. Maintenant, aujourd'hui, je ne poserai pas la question de cette façon. Je demanderai quelle est la variance d'un portefeuille qui est composé 80 % dans A et 20 % dans B. Je ne vous demanderai pas de calculer la variance minimale. Question 4. Quelle est la variance d'un portefeuille composé 50 % d'un actif sans risque et de 25 % dans A et 25 % dans B? Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut faire un portefeuille P qui est 50 % A et 50 % B. Alors, ce portefeuille, elle a une variance de 0,0925. Et maintenant, si on a un deuxième portefeuille qui est 50 % taux sans risque et 50 % P, ça veut dire qu'on a 50 % de ce portefeuille, donc 25 % A, 25 % B et 50 % taux sans risque. C'est la façon qu'on arrive à calculer la variance d'un portefeuille avec plusieurs titres. Donc, si jamais je vous demande quelle est la variance d'un portefeuille 1 tiers A, 1 tiers B, 1 tiers C, vous pouvez calculer un portefeuille 1,5A, 1,5B. On appelle ça le portefeuille P. Et on va ajouter, on va faire un portefeuille qui est 1 tiers C et 2 tiers le portefeuille P qui est 1,5A, 1,5B. Et donc, en d'autres mots, vous avez un portefeuille qui est 1 tiers A, 1 tiers B, 1 tiers C. Alors ici, on calcule 50 % A, 50 % B. Et donc, si on a un portefeuille qui est 50 % dans le sans risque et 50 % dans ce portefeuille, ça veut dire qu'on aurait 25 % A et 25 % B. Donc, la variance d'un portefeuille qui est 50 % dans le taux sans risque plus 50 % dans le portefeuille P, c'est 0,5 au carré fois la variance du taux sans risque qui est de 0, plus 0,5 au carré fois la variance du portefeuille qu'on a ici, plus 2 fois 50 % fois 50 % fois la covariance entre le sans risque et le portefeuille P, qui sera toujours de 0. Et donc, ça nous donne notre réponse 0,023.
Alors, les questions 5 et 6, on a la distribution jointe ici. X peut valoir 0 ou 3000, Y peut valoir moins 1000 ou 0, et on a les probabilités. Donc, la probabilité que X vaut 0, Y vaut moins 1000, c'est 1/4. La probabilité que X vaut 3000, Y vaut moins 1000, c'est 1/2, et ainsi de suite. Calculer la covariance entre X et Y. Donc, X peut valoir 0, 1/2 du temps. Alors, 0, la moitié du temps, et peut valoir 3000, la moitié du temps. Y peut valoir moins 1000, 3/4 du temps, et 0, 1/4 du temps. Donc, on calcule l'espérance de X et on calcule l'espérance de Y. Donc, la covariance entre X et Y, si on prend chaque combinaison, alors il y a 4 combinaisons, on prend la probabilité fois X moins la moyenne, fois Y moins la moyenne, et on fait la sommation sur toutes les combinaisons possibles. Donc, si on commence avec... OK, alors, on peut commencer avec celui-ci. Alors, 1/4 du temps, X vaut 0, on va soustraire X vaut 0, on va soustraire la moyenne de 1500. Y vaut moins 1000, on va soustraire la moyenne de moins 750. Plus 50% du temps, Y vaut 3000, on soustrait 1500. Y vaut moins 1000, on soustrait 750. Plus 1/4 du temps, X vaut 0, on soustrait la moyenne 1500. Y vaut 0, on soustrait la moyenne moins 750. Et finalement, 0% du temps, X vaut 3000, on soustrait la moyenne 1500. Y vaut 0, on soustrait moins 750. Donc, on ajoute 750. Et donc, ça nous donne la covariance entre X et Y qui est moins 375. Quelle est la corrélation entre X et Y? Alors, si jamais j'ai des questions qui suivent comme ceci, je suis l'erreur. Alors, j'assume que alors, si vous avez la question erronée ici, vous perdez des points ici, mais je vais suivre l'erreur pour la partie suivante. Alors, la corrélation entre X et Y, c'est égal à la covariance entre X et Y, moins divisé par l'écart type de X et l'écart type de Y. Donc, je dois calculer l'écart type de X, je passe par la variance, donc je vais calculer l'espérance de X au carré. Donc, 0 au carré fois 1/2, plus 3000 au carré fois 1/2, c'est l'espérance de X au carré. La variance de X, c'est l'espérance de X, c'est l'espérance de X au carré moins l'espérance de X au carré. Et donc, j'ai ma variance. Et l'écart type de X, c'est la racine carrée de la variance. Même chose pour Y. Je vais calculer l'espérance de Y au carré. La variance de Y, c'est l'espérance de Y au carré, moins l'espérance de Y au carré. Ça me donne la variance. La racine carrée, c'est l'écart type. Donc, la corrélation entre X et Y, c'est la covariance calculée en 5, divisé par l'écart type de X, divisé par l'écart type de Y. Alors, ici, j'ai 4 sources de financement. Donc, on va vous demander quel est le coût moyen pondéré du capital. Donc, le coût moyen pondéré du capital, c'est la moyenne de toutes les sources de financement après impôt. Les dividendes et les dividendes privilégiés ne sont pas déductibles d'impôt pour la compagnie, mais les intérêts sur la dette le sont. Donc, deux types de façons qu'on peut emprunter de l'argent avec un emprunt à la banque ou une marge de crédit, ou en émettant des obligations. Les deux sont de la dette. Donc, les sources de financement d'une entreprise sont les suivantes. J'ai 100 000 actions à 100 $, donc 10 millions en actions, 10 millions de dollars en actions. Le rendement des actionnaires est de 11 %. Un emprunt bancaire de 4 millions à 5 % par année. Ce 5 % est déductible d'impôt. 3 millions de dollars en obligations corporatives émises à leur valeur nominale et payant un coupon de 6 % et 1 million de dollars en actions privilégiées qui payent un coupon de 7 %. Donc, j'ai 10 millions en actions, j'ai 4 millions de dettes, j'ai 7 millions en obligations et j'ai 1 million en actions privilégiées. La valeur de la compagnie, la valeur au livre de la compagnie, la valeur des actifs,
c'est la valeur de toutes les sources de financement de ces actifs. Donc, les actions, l'emprunt, les obligations, plus les preferred. Donc, 18 millions de dollars. Donc, j'ai 10 des 18 millions qui est financé par des common shares. Les actionnaires s'attendent à du 11 %. J'ai 4 des 18 millions qui sont financés par un emprunt bancaire qui paye du 5 %. Mais pour chaque dollar en intérêt que je vais payer, je vais réduire mon bénéfice imposable de 1 $ et donc je vais payer 30 cents de moins en taxes. Donc, je paye 1 $ en intérêt, j'économise 30 cents. Net, je paye 70 cents par dollar d'intérêt. Donc, 1 moins le taux corporatif. J'ai 3 millions en obligations. Les obligations, c'est de la dette qui paye du 6 %. Alors, cette dette, 3 des 18 millions, c'est de la dette, 3 18e, qui paye du 6 % fois 0,7 parce que c'est déductible d'impôt. Et j'ai 1 million du 18 millions qui est financé par des preferred shares. Les actionnaires s'attendent à du 7 %. Alors, en tout, la compagnie elle a un coût moyen pondéré du capital, weighted average cost of capital, de 7,98 %. Tous les projets de la firme vont être financés ou les cash flows vont être escomptés à 7,98 % pour vérifier la profitabilité. Alors, tous les projets doivent faire au moins 7,98 %. Ça, c'est une belle question, celle-là. Question 9. Pour les 10 premières années, 12 000 est placé dans un fonds de retraite au début de chaque an. Pour les 10 années suivantes, 18 000. Pour les 10 années suivantes, 25 000. Par la suite, alors, OK, pendant 30 ans. Donc, par la suite, une retraite paye une rente de retraite à la fin de chacune des 10 premières années et de X perpétuellement par la suite. Alors, ce qu'on va faire, on va calculer quel est le montant accumulé dans le REER. Alors, pendant 30 ans, on met de l'argent dans un REER. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut dire tout simplement qu'on pourrait calculer la valeur accumulée de 10 ans à 12 000, puis le ramener puis le ramener par la suite pendant 20 ans. On peut calculer la valeur accumulée de 10 paiements de 18 000 et l'accumuler pendant 10 ans, et plus la valeur de 10 paiements de 25 000. C'est une façon de le faire. Alors une façon de le faire. C'est ce que j'ai fait? Alors, moi, je l'ai fait d'une autre façon. J'ai tout simplement dit que pendant les 30 années, on va payer 12 000 $. Alors, pendant 30 ans, on va payer 12 000 $. Alors, la valeur accumulée de 30 paiements en début de période de 12 000 $. Mais par contre, pour les paiements 11 à 20, on a 6 000 qui manquent. Les paiements 21 à 30, on a 13 000 qui manquent. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour les 20 dernières années, j'ai reçu un 6 000 supplémentaire. 6 000 supplémentaires pendant 20 ans, qui est le 6 000 qui manquait tantôt. Alors, 12 000 pendant 30 ans, plus 6 000 pendant 20 ans. Tous ces paiements sont faits maintenant. Mais les 10 dernières années, il y a 12 000 qui est payé, il y a 6 000 qui est payé, il y a un 7 000 qui manque. Alors, c'est tout simplement la valeur accumulée de 10 paiements de 7 000. Alors, tous les paiements sont en début d'année. On est capable de calculer la valeur de cette rente, de ce REER après 30 ans, 2 233 000. Par la suite, ce REER nous paye une rente de retraite. À la fin de 10 ans, on va recevoir 100 000 $. Alors, c'est la valeur actuelle de 10 paiements de 100 000. Et par la suite, on va avoir une rente perpétuelle de X. Alors, la valeur de la rente perpétuelle de X, je peux la calculer. Le premier paiement est au temps t est égal à 11. Donc, au temps t est égal à 10, la valeur, elle est égale à X divisé par le taux d'intérêt. Alors, la valeur au temps t est égal à 10, c'est égal au montant X divisé par le taux d'intérêt. Mais si je fais le calcul au temps t est égal à 30, il faut que j'escompte ça pendant 10 paiements. Pendant 10 ans, je reçois une rente de 100 000 et je reçois X par la suite. Je vais calculer la valeur des paiements de 11 à l'infini. Je vais calculer la valeur au temps t est égal à 10. Et par la suite, je vais tout simplement l'escompter au temps t est égal à 0. Donc, je reçois 100 000 pendant 10 ans et je vais recevoir 339 120 perpétuellement par la suite. Alors, une autre façon qu'on peut faire le calcul, si vous voulez, on calcule la valeur accumulée de 10 paiements de 12 000. Alors, la valeur accumulée de 10 paiements de 12 000. Par la suite, on va prendre ces 10 paiements et on va les accumuler jusqu'au temps t est égal à 30. Par la suite, j'ai 10 paiements
j'ai, par la suite, j'ai 10 paiements de 18 000. Ce calcul se fait au temps t est égal à 20, donc je vais l'actualiser pendant 10 périodes d'intérêt. Et finalement, j'ai 10 paiements de 25 000. Et ce calcul se fait à t est égal à 30, donc j'ai la valeur totale accumulée. Et encore une fois, tout le reste est pareil. Alors, plusieurs façons d'arriver à une réponse. Problème 10. Combien d'années prendra un investissement de 100 000 $ à atteindre 400 000 selon la règle de 72 si le taux d'intérêt est de 8 %? Alors, la règle de 72 nous dit que 72 divisé par le taux d'intérêt, c'est le nombre d'années que ça nous prend pour notre investissement en doubler en valeur. Donc, si le taux d'intérêt est de 8 72 divisé par 8 est égal à 9. Notre investissement devrait doubler à l'intérieur de 9 ans. Donc, 100 000 vaudrait 200 000 à l'intérieur de 9 ans. Et donc, s'il double encore, il vaudrait 400 000 après 18 ans. Question 11. Une obligation d'épargne spéciale est émise au coût de 1 000 $. Les coupons sont versés annuellement. Le premier coupon dans un an sera de 50 $ et chaque coupon subséquent serait indexé à 3 % pour tenir compte de l'inflation. L'obligation ne sera jamais remboursée. Quel est le rendement de cette obligation? Alors, j'ai dit obligation, mais en d'autres mots, c'est une action, c'est les mêmes cash flows qu'une action qui est en progression géométrique perpétuelle. Donc, le premier paiement dans un an est de 50 $. Chaque paiement subséquent va croître de 3 %. C'est une perpétuité en progression géométrique. La valeur au temps t est égale à 0 est égale au cash flow au temps 1 divisé par I moins G, le taux de croissance. Donc, on dit que ça, c'est égal à 1000, ce qui veut dire que cette obligation donne un rendement de 8 %. Question 12. Le bénéfice net par action pour la dernière année est de 10 %. Earnings per share au temps t est égal à 0 était égal à 10 $. Le taux de croissance attendu de 12 % pendant 2 ans et de 10 % pour les 2 années suivantes et de G par la suite. La compagnie réinvestit 80 % de ses bénéfices. Ça veut dire qu'elle verse 20 % en dividendes. Donc, l'année passée, elle a versé un dividende de 2 $. Le rendement attendu des actionnaires est de 9 %. Donc, l'année passée, le dividende était de 2 $. Pendant 2 ans, il va croître à du 12 %. Alors, au temps 1 et au temps 2, on va recevoir 2 dividendes qui ont une croissance de 12 %. Ils vont croître de 10 % pour le temps 3, pour les temps 3 et 4. Et on serait capable d'immédiatement vendre l'action au temps t est égal à 4 pour sa valeur P. Et sa valeur au temps 4 est égale à la valeur de tous les dividendes de 5 à l'infini. Donc, la valeur au temps t est égale à 4 est égale au dividende au temps 5, qui est le dernier dividende au temps 4. Le dernier dividende au temps 4 avec une période de croissance. Donc, le prix de l'action au temps t est égal à 0 est égal au dividende au temps 1, escompté avec une période d'intérêt. Dividende au temps 2, escompté avec 2 périodes d'intérêt. 3 périodes. 4 périodes. Et immédiatement, après le versement du 4e dividende, l'action vaudrait P. Et cette valeur au temps 4, on l'escompte au temps t est égal à 0. La valeur actuelle de tous ces cash flows nous donne 123,50. Donc, on est capable de déduire que le prix au temps t est égal à 4 est égal à 162,40. La valeur au temps t est égale à 4 de 162,40, c'est égal au dividende au temps 5, qui est le dividende au temps 4 avec une période de croissance, divisé par I moins G. Alors, si on isole notre G, G est égal à 7 %. Question 13. Un investisseur âgé de 25 ans placera le maximum dans son REER, 18 % de son salaire à la fin de chaque année. Je vous recommande toujours de mettre le maximum dans votre REER. On appelle ça se payer en premier. Pay yourself first. Tu mets 18 % de ton salaire dans ton REER. Ça, c'est de l'argent que tu te payes à toi.
Par la suite, tu payes tes taxes, tu payes ton loyer, tu payes ta bouffe, tu payes toutes tes dépenses, mais tu te payes en premier, tu mets ton argent dans ton REER. Le maximum, 18 %. Si tu as un régime 666, tu mets 6 %, l'employeur met 6 % et tu peux mettre un 6 % supplémentaire. Alors, toi, tu mets 12, l'employeur met 6, 18 %. Moi, à l'UQAM, je mets 9, l'UQAM met 9, 18 %. Alors, je maximise mon REER, c'est la première chose que je fais. Il s'attend à prendre sa retraite à 65 ans, donc 40 années de paiement. Et avec le premier paiement à 66 ans, donc à la fin de l'année. Son salaire pour la prochaine année de 65 000, il s'attend à des augmentations salariales de 4 %. Le rendement attendu du REER est de 10 % et à la retraite, il s'attend à du 8 %. Donc, avant la retraite, on investit plus dans des actions parce qu'on est prêt à prendre plus de risques, on a plus de temps, en plus, on travaille. Donc, on est capable de faire une perte, comme en 2009, de 50 % une année. À la longue, tu vas faire plus de rendement. Par contre, après la retraite, tu ne peux pas avoir un crash comme en 2009 ou en 2020. Donc, tu investis plus dans des obligations, donc moins de risques, moins de rendement. Quel sera le montant du premier paiement de sa rente s'il veut acheter une rente qui s'ajuste à l'inflation de 3 %? Donc, premièrement, quelle est la valeur du REER à 65 ans? Bien, la prochaine année, alors, c'est le premier paiement fois 1 plus I à la N fois 1 moins 1 plus G divisé par 1 plus I à la N divisé par I moins G. Donc, le premier paiement, c'est 18 % de son salaire de 65 000. Donc, dans son REER, après 40 ans, il va avoir 7 889 000. Des vrais chiffres. Alors, un comptable, quand il va commencer à travailler, peut-être qu'il va faire 65 000. Mettez le maximum dans votre REER. Vous allez commencer à travailler à 25 ans. Si vous prenez votre retraite à 65 ans, vous allez avoir 7 889 000. Assurez-vous juste que votre REER est investi ou votre régime de retraite est investi en actions avant la retraite. Donc, à 65 ans, ça va nous payer un paiement de R qui est indexé à l'inflation de 3 % par année. Alors, ce 7 889 000 est égal à la valeur de R à 66 ans, de R fois 1 plus G à 67 ans, de R fois 1 plus G au carré à 68 ans, et ainsi de suite. La valeur, c'est égal à R divisé par I moins G. I est connu, G est connu, donc on va avoir un premier paiement, une rente de retraite de 394 000, une rente perpétuelle indexée à l'inflation de 3 %. Alors, si vous êtes un comptable qui travaille de 25 à 65 ans et vous mettez 18 % de votre salaire dans votre REER et les augmentations salariales se matchent de 4 %, vous allez avoir une rente de retraite de 394 000. Problème 14. Une hypothèque de 400 000 devrait être remboursée avec des paiements mensuels de X pendant 15 ans. Le taux effectif d'intérêt est de 4,25 %. À la fin de la troisième année, par contre, un paiement additionnel de 5X est effectué. Alors, souvent, des hypothèques vous permettent de faire un 13e paiement. Vous faites vos 12 paiements mensuels pendant l'année et immédiatement après que vous avez versé le 12e paiement, vous faites un 13e paiement. Ça, c'est juste du principal qui est remboursé. Alors, si vous faites un paiement supplémentaire dans la première année, peut-être que dans la 25e année, la dernière année de votre hypothèque, vous allez avoir 3 ou 4 paiements de moins à faire. Donc, vous allez être capable de réduire votre hypothèque, de réduire le nombre de paiements. Ou ben non, vous pouvez même réduire le montant de l'hypothèque si vous voulez garder la durée la même. Donc, on va convertir 4,25 % en mensuel. Et la valeur actuelle de 15 années, alors 180 paiements mensuels de X escomptés à 3 points au taux d'intérêt mensuel vaut 400 000. Donc, notre mensualité est égale à 2 992,82. Le solde du prêt après 3 ans, c'est égal à la valeur actuelle des 12 années de paiement, alors les 144 paiements qui restent. Il reste 144 paiements de 2 992, donc le solde du prêt après 3 ans, 338 000 640. Et on dit qu'à ce moment, on réduit le montant du prêt de 5X. Donc, on fait un paiement d'environ 15 000 $.
Donc, on va réduire le solde du prêt d'environ 15 000 $. Donc, le solde du prêt tombe à 323 675,92 $. On garde le montant du paiement X inchangé. Alors, la valeur actuelle de N paiement de 2 992 vaut 323 695. Et donc, en faisant un paiement additionnel de 5X, on réduit le prêt de 144 mois qui resterait à payer à 135,86 mois. Alors, en faisant un paiement additionnel de 5X, on réduit de 8,14 mois. On réduit le nombre de paiements de 8,14. Donc, combien de temps en tout prendrait l'hypothèque pour être amortie? Bien, il resterait 136 mois plus le 36 mois additionnel, si vous m'auriez plus le 36 mois initial, donc 172 mois. Si vous m'avez dit 171 et 86, je vous donne vos points. Question 15. Un prêt de 200 000 est remboursé avec des paiements effectués au milieu de chaque mois. Ah ouais, j'ai bien aimé cette question-là. Pendant 10 ans, le taux convertible chaque 4 mois est de 8 %. Quel est le montant de la mensualité? Donc, ici, il y avait une belle courbe. Alors, on avait un taux convertible à chaque 4 mois, donc 3 fois par année. Il n'y a pas beaucoup de taux d'intérêt qui font ça. Alors, I3 est égal à 8 %. On convertit ça à mensuel, I12 sur 12. Maintenant, la manière que vous pouvez aborder ce projet, calculer la valeur. Alors, quelle est la valeur de 200 000? Alors, OK. Ici, comment je l'ai fait? Oui, OK. Alors, 200 000, c'est le montant qui est emprunté au temps t est égal à 0. Quelle est la valeur de 200? Et puis, le premier paiement se fait 2 semaines plus tard et non 1 mois plus tard. Le prochain paiement se fait 2 semaines plus tard. Donc, qu'est-ce que je peux tout simplement faire? C'est que je prends le 200 000 et je laisse compte de 2 semaines. Et donc, je me place la valeur au temps t est égal à 0. La valeur du prêt, au lieu de mettre à t est égal à 0, je vais mettre à t est égal à moins 2 semaines. Donc, 200 000 divisé par 1 plus le taux mensuel à la période 1/2, mais ce serait, alors, je calcule la valeur de ce prêt à 2 semaines avant le temps t est égal à 0. Et maintenant, le premier paiement se fait 2 semaines après le temps t est égal à 0 et tous les paiements subséquents sont 1 mois plus tard. Donc, si je fais juste reculer, le point de départ de 2 semaines, ça devient une rente en fin de période pendant 10 ans mensuels. Question 16. Une action verse un dividende de 1 $ chaque année au 1er juillet. 300 actions sont achetées au 1er janvier 2011 pour 25 $. 400 actions sont achetées au 1er janvier 2012 pour 30 $ actions. 600 sont achetées au 1er janvier 2014 pour 20 $. Toutes les actions sont vendues le 1er janvier suivant. Si le rendement global du portefeuille est de 9,78 %, quel doit être le prix de vente de l'action? Donc, si on regarde, on va tout faire le calcul à t est égal à 2014. Alors, en 2014, du côté gauche, je vais regarder tout l'argent que j'ai payé devrait être égal à la valeur accumulée de tout l'argent que j'ai reçu. Je pourrais faire le calcul au temps t est égal à 0, il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Donc, au temps t est égal à… Alors, au 1er janvier 2011, j'achète 300 actions à 25 $. Quelle est la valeur de ces 300 actions à 25 $? 4 ans plus tard, ben, je l'accumule avec 4 années d'intérêt. J'ai 400 actions en 2012 pour 30 $, alors 12 000 $ versés en 2012. En 2015, je vais tout simplement accumuler ça avec 3 périodes d'intérêt. J'ai 600 actions achetées en 2014, alors je n'ai rien acheté en 2013. 600 actions en 2014 à 20 $, 12 000 $. Je vais l'accumuler pendant une période pour amener ça en 2015. Ça, c'est tout l'argent que j'ai payé. Alors, j'ai payé tout cet argent, ça, c'est la valeur accumulée à t est égale à 2015. Maintenant, la première année, au 1er juillet, j'ai reçu 300 dividendes de 1 $. Alors, j'ai reçu 300 dividendes de 1 $ en milieu d'année.
la première année. Donc, pour amener ça en 2015, il faut que j'accumule ça avec 3 années et demie d'intérêt. L'année suivante, j'avais 300 plus 400 actions, donc j'ai 700 actions qui m'ont versé un dividende de 1 $. Donc, ça, c'est au 1er juillet 2012. Donc, pour amener ça au 1er janvier 2015, c'est 2 années et demie plus tard, je vais actualiser ça avec 2,5 années d'intérêt. L'année suivante, j'avais 700 actions, je n'ai rien acheté pendant l'année. Alors, j'ai 700 actions qui m'ont versé 1 $. Alors, au 1er juillet 2013, je vais accumuler ça avec 1,5 années pour amener ça au 1er janvier 2015. Et finalement, la dernière année, j'avais 1300 actions, 1300 actions qui vont me verser 1 $ au 1er juillet. Je vais ramener ça à la fin de l'année, alors une demi-année d'intérêt. Et à la fin de l'année, j'ai vendu les 1300 actions au prix P. Donc, si j'isole mon P, le prix de vente était de 28 $ et 5 sous. Question 17. Une obligation de 10 ans avec des coupons semi-annuels de 5 %, alors 50 $, c'est la valeur nominale de 1000, est vendue pour 88,53 % de sa valeur nominale. Donc, le prix est égal à 885 $ et 30 sous. Si le taux d'intérêt effectif chute de 1 %, que serait la valeur de l'obligation immédiatement après le versement du premier coupon? Donc, 885 et 30, c'est égal à la valeur actuelle de 20 paiements semestriels de 50 $. Plus 1 000 $ dans 10 ans. Donc, 1 000 $ escomptés au taux semestriel pendant 20 semestres, qui me donne un taux semestriel de 6 % ou un taux effectif de 12,36 %. Si le taux d'intérêt chute de 1 %, le taux effectif devient 11,36 % et en semestriel, c'est 5,5272 %. Donc, après le premier coupon, il reste 19 coupons semestriels. Le prix de l'obligation est égal aux 19 coupons semestriels escomptés au nouveau taux d'intérêt, plus 1 000 $ remboursés dans 9,5 années ou bedon 19 semestres. Donc, si le taux effectif chute de 1 %, le prix de l'obligation passe de 885 à 938. Donc, quand les taux d'intérêt chutent, les prix des obligations augmentent. Quand les taux d'intérêt augmentent, les obligations baissent en valeur. Un investisseur recevra une rente annuelle pendant 10 ans. Le premier versement sera effectué dans 9 ans et sera de 4 500. Chaque paiement subséquent est indexé de 4 % par la suite. Quelle est la valeur aujourd'hui de cette rente si le taux d'intérêt est de 7 %? Donc, au temps t est égal à 8, on est capable de calculer la valeur de tous les cash flows futurs. Donc, la valeur au temps t est égale à 8 est égale au cash flow au temps 9, plus la valeur actuelle de tous les cash flows avec le premier paiement qui se fait au temps t est égal à 9. Donc, la valeur au temps 8, c'est le cash flow au temps 9 fois 1 moins 1 plus g divisé par 1 plus i à la n divisé par i moins g. Donc, la valeur au temps t est égale à 8 est égale à 37 000. Et donc, la valeur au temps t est égale à 0, c'est le 37 000 escompté avec 7 % pendant 8 ans, qui nous donne notre réponse. Question 19. 1 000 $ est placé dans un REER au début de chaque mois. Le premier paiement est effectué au 1er janvier 2015 et le dernier au 1er janvier 2045. Ici, il y a une pogne. On aurait tendance à penser qu'il y a 30 années, 12 paiements par année, 360 paiements. Mais ça voudrait juste dire que si le 1er janvier est au premier paiement au 1er janvier 2015, si c'est 30 ans, le dernier paiement sera au 1er décembre 2044, je veux dire. Donc, ici, il y a un paiement supplémentaire, c'était ça la pogne. Donc, par la suite, le REER crédité à 10 %. Par la suite, une rente de retraite mensuelle de 20 000 est achetée auprès d'un assureur avec le premier paiement au 31 décembre 2045, donc à la fin de l'année. Si l'assureur crédite ses placements à 6 %, combien de temps durera la rente? Donc, on met 1 000 $ au début de chaque mois pendant 361 périodes. Pourquoi? Le dernier paiement est au 1er janvier. Regardez ça, le 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022, tu aurais de janvier à décembre, plus un paiement supplémentaire de janvier l'année prochaine. Comme j'ai dit, cet examen-là, il était tough. Donc, la valeur accumulée serait de 2 096 881.
Donc, ça, c'est la valeur au temps t est égal à, ça c'est au 1er janvier. Oui, ça c'est la valeur au 1er janvier 2045. Donc, la valeur au 31 décembre 2045, mais c'est tout simplement égal à 1,10 fois ce montant. Donc, ce montant, à la fin de l'année, au début, ça c'est le montant au début de l'année, fois 1 plus 10 %, c'est la valeur à la fin de l'année. Alors, à la fin de l'année, voici la valeur du premier paiement, la valeur du REER. Si le taux effectif est de 6 % après la retraite, ça veut dire qu'un taux mensuel est de 0,48 % par mois. Et 2 306 000, la valeur actuelle de N paiement de 20 000 $ en début de période à ce taux, on serait capable de faire 168 paiements de 20 000 $ avec un dernier paiement qui serait un peu moins de 20 000 $, alors 14,4 années. Et finalement, question numéro... Ah non, il y en a plusieurs. Alors, question numéro 20. Une banque demande une mise de fonds égale à 20 % du prix de la maison avant d'émettre une hypothèque de 25 ans avec des paiements mensuels à 4,25 % effectifs. Un investisseur possède actuellement 100 000 $ pour une mise de fonds. Son budget mensuel maximal pour une hypothèque est de 2 000 $. Quel est le prix maximal d'une maison qu'il peut se permettre d'acheter aujourd'hui? Donc, taux effectif, on le convertit en mensuel. Et donc, s'il est prêt à payer 2 000 $ maximum par mois sur 25 ans, donc 300 paiements mensuels de 2 000 $, la valeur actuelle de son hypothèque serait de 372 000 plus le 100 000 $ qu'il a mis pour une mise de fonds au temps t est égal à 0, qui serait la valeur maximale de la maison qui pourrait s'acheter, c'est 472 000. J'ai accepté une deuxième réponse. J'ai tout simplement dit que si la valeur actuelle des 300 paiements de 2 000 $ valait un certain montant, valait 80 % de la valeur de la maison serait de 465 000. C'était une réponse que j'ai acceptée à l'examen. Vu que de la manière que la question était posée, j'ai accepté cette réponse. Donc, 21. À partir de 25 ans, 5 000 $ est placé à la fin de chaque année dans un fonds créditant 11 % effectif pendant 40 ans. À 60 ans, une urgence demande un retrait de ce fonds de 900 000. Et à partir de 65 ans, le fonds crédite 5 % effectif. Une rente perpétuelle de X est tirée à la fin de chaque année. Calculez X. Donc, premièrement, quel est le montant qui est accumulé dans le REER? Donc, vous mettez 5 000 $ à la fin de chaque année pendant 40 ans, créditant du 11 %. Par contre, à l'âge de 60 ans, vous avez soustrait 900 000 du compte. Pour calculer cette valeur à 65 ans, on va créditer 5 périodes d'intérêt. Donc, il y a 1 392 000 dans le REER qui reste à 65 ans. Et ça, c'est égal à la valeur actuelle d'un paiement perpétuel de X. Alors, la valeur d'une rente perpétuelle avec le premier paiement dans une période. Alors, la valeur d'une perpétuité avec aucune croissance. Alors, la valeur d'une perpétuité, c'est le paiement R divisé par X moins G, I moins G. Ici, G est égal à 0. Donc, la valeur d'une rente, c'est le montant de la rente divisé par I. Et ça, c'est égal à 1 392 000. Donc, cette personne pourrait se permettre de recevoir une rente de 69 628,90 € après la retraite. Et finalement, question 22, une hypothèque de 400 000 est remboursée sur 20 ans avec des paiements mensuels en fin de période. Le taux d'intérêt mensuel est de 0,5 %, alors le taux I12 sur 12. Le montant d'intérêt payé avec le Nème paiement est de 1 027,26 €. Calculez N. Donc, 400 000 $, c'est égal à la valeur actuelle de 240 paiements, escompté à du 0,5 % par mois, 240 paiements de R, donc la mensualité est égale à 2 865,72 $. Donc, le solde du prêt après N paiements. Alors, si je vous dis que le montant d'intérêt payé avec le Nème paiement est de 1 027, je vais prendre le solde du prêt après N-1 paiement et je vais multiplier par 0,5 et ça va me donner
1027 et 26. Donc, le solde du prêt après N-1 paiement, c'est égal à la valeur actuelle de 240 moins N-1 paiement de 2865. Et je dis que cette valeur multipliée par le taux d'intérêt I est égale à 1027 et 26. Donc, si je prends toute cette réponse multipliée par 0,5, ça me donne 1027. Donc, comment est-ce qu'on fait le calcul? Alors, comment est-ce qu'on fait le calcul? Ici, paiement, ça c'est paiement. Ça c'est present value. I est égal à 0,5. Compute N, par contre, le N qui va te donner, c'est 240 moins N moins 1. Alors, 240 moins N moins 1 nous donne 89. Alors, 240 moins N moins 1, c'est 241 moins N est égal à 89. Donc, c'est le solde du prêt après N est égal à 152. N est égal à 152. Donc, vous pouvez juste vérifier que le solde du prêt après 151 paiements est égal à ceci avec les chiffres. Multiplié par 0,5 %, ça devrait vous donner 1027 et 26. Comme j'ai dit, cet examen-là, il était corsé. Je le regrette. Mais si un examen est plus difficile qu'un autre, je vais tout simplement, quoi qu'il arrive, la moyenne de l'examen après la correction va être de 70. Donc, si la moyenne est de 68, je majore de 2 points. Si la moyenne, comme cet examen-là, je pense que c'était 58, j'ai majoré de 12 points tous les étudiants. Donc, plus qu'un examen est difficile, d'ailleurs, ceux qui étudient bien vont bien performer. Alors, si l'examen est plus tough, il y a plus de majoration pour un étudiant, alors plus de chances d'atteindre le A+.